Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Comme chaque samedi, on reviendra sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. On reviendra sur le projet de loi modifiant le code pénal. Le ministre de la Justice, Abdelrachid Tabbi, a affirmé que l'Algérie adhère pleinement à travers ce projet de loi aux efforts de lutte internationaux contre toutes les formes de criminalité grave, notamment le crime organisé et le terrorisme. Beaucoup d'ONG et militants des droits de l'homme ont dénoncé cet arsenal juridique, le qualifiant de dérive, de l'arbitraire et de loi liberticide. La mise au point de lois assimilant l'action au terrorisme, comme l'atteste le fameux article 87 bis du Code pénal, est utilisé pour justifier les poursuites et les arrestations arbitraires. Dans un contexte politique chrysogène, le pouvoir continue à faire la promotion d'une politique qui a échoué à tous les niveaux. Après le CEM, le ministre de la Communication, M. L'Agab, confirme l'ouverture de la campagne électorale au profit d'Al-Majid Tebboune, qui sera le successeur à sa propre succession. Bientôt, les appareils plus le GTA pourront fermer l'élection présidentielle de cette année. Une campagne au profit d'un candidat qui a montré toutes ses limites et incapable d'honorer personnellement les invitations pour les rencontres à l'international. Jusqu'à quand les élections resteront-elles un instrument de discorde et de division à l'issue desquelles le peuple se retire avec beaucoup d'amertume et de déception, pour ne pas dire de désespoir. Parlons de désespoir puisque cette semaine, la chute vers les abîmes du dinar algérien, tant sur le marché officiel que sur le marché parallèle, ne s'arrêtera pas de sitôt. Une chute qui impactera le marché noir des devises et le pouvoir d'achat des Algériens, un pouvoir d'achat déjà bien érodé par l'inflation. Le marché noir des devises est sorti de sa léthargie. Cette bourse informelle est en effervescence cette semaine. Une flambée sans précédent des devises étrangères. La dépendance de l'Algérie des importations pour couvrir ses besoins en consommation a de graves conséquences sur l'avenir. Avec une production nationale quasi nulle, le pays importe en devises alors qu'il paye ses employés en dinars. Les poussées vertigineuses de l'inflation mettent l'économie face à des défis majeurs auxquels aucune augmentation salariale n'est en mesure de produire de l'effet sur le niveau de vie des citoyens. Un pays qui navigue à vue à propos de pays continents, Rouadariba, qui, à la veille de chaque mois de Ramadan, le pouvoir ouvre les vannes à l'importation de denrées alimentaires, cette fois-ci le poulet et la viande rouge d'Espagne. Ce pays avec lequel nos relations économiques ont été suspendues et la raison de ce conflit est toujours présente, non résolue. Le Japon, qui rassemble quelques montagnes dans une zone sismique, se trouve parmi les 5 puissances économiques. Nous débattrons de toutes ces questions et de toutes ces contradictions, juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, donc, nous reviendrons sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne. On commencera bien sûr par la réforme du code pénal, instrument de la répression, donc sera notre premier titre. On parlera aussi des déclarations de M. L'Agab, le ministre de la Communication. Est-ce donc un début d'une campagne électorale en faveur d'Al-Majid Tebboune, mais aussi la chute du dinar, la chute historique, donc quel impact sur l'économie algérienne. Et on finira cette émission avec la diplomatie, dégel des relations avec l'Espagne ou navigation à vue. Donc, j'aurai des invités, bien sûr, nos invités, et on va commencer, bien sûr, avec Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Nazim. Merci Nasser et bonsoir à tous vos téléspectateurs et vos invités également. Vous l'avez aperçu aussi, M. Kamal Mouktefi, universitaire, militant politique, il est avec nous depuis Montréal, via Skype aussi. Kamal Mouktefi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul, c'est Nasser.
Bonsoir à tous les membres de l'équipe de Maghrébien, bonsoir à vos invités et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Kamal Mouktifi, merci aussi à Nazim Taleb. On aura avec nous dans la deuxième partie de cette émission Akram Kharif, journaliste spécialiste en questions de défense, mais aussi directeur de MENA Défense, ce site spécialisé dans les questions de défense. Il sera avec nous depuis Alger. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone. Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. On va bien sûr commencer par cette réforme du code pénal ou instrument de la répression, donc le titre de ce premier sujet de notre émission. On va revenir sur, si c'est possible, nos amis de la régie, sur les déclarations soundbite 2 de Abdelrachid Tobbi, le ministre de la Justice, concernant donc ce projet de code pénal. On écoute le ministre de la Justice et je reviens à mes invités juste après. فقد ثبت للجميع أن قانون العقوبات الموروث عن الحقبة الاستعمارية نحب والله نكره كنا نخدم قانون العقوبات جبناه من وقت الاستعمار ورغم التعديلات التي أدخل عدة مرات أصبح يحتاج إلى إثراء وتجديد يواكب تطور المجتمع وتطور الجريمة في الجزائر وفي العالم ويأخذ بخصوصيات المجتمع بالصح جبنا كل ما هو موجود في العالم بصح ماخذين بخصوصيات المجتمع الجزائري المستمدة من موروثه الحضاري والثقافي والديني. ما تخافوش أنا مسلمين محافظين نحافظوا على موروثنا الثقافي والحضاري والديني ونضربوا عليه الطابلة في كل بلاصة. Donc ça, c'était le ministre de la Justice, Abdelrachid Tobbi. Nazim Taleb, sur ce projet de modifiant le code pénal en Algérie, beaucoup d'organisations, d'ONG, ont critiqué donc les militants des droits de l'homme et aussi les ONG qui travaillent par rapport à la question des droits de l'homme, ont critiqué cette loi, la qualifiant donc d'un autre arsenal juridique et de loi liberticide. Quelle est votre analyse par rapport donc à ce projet de loi? Vous avez écouté donc dans ces déclarations le ministre de la Justice, Nazim Taleb. Bon, sincèrement, moi, j'ai pas eu l'occasion de lire le projet de loi, mais je suppose qu'il sera comme ceux qui ont précédé, c'est-à-dire un projet de loi qui sera, comme vous l'avez dit, très liberticide. On sait que le code pénal en Algérie, il est plus appliqué pour tout ce qui concerne l'opposition, les associations, les partis politiques qui ne rentrent pas dans les rangs, plutôt que, comme il a dit, يواكب المجتمع الجزائري ou bien qu'il s'adapte à la situation algérienne. On sait très bien que le code pénal, dernièrement en tout cas, dans les dernières années, ça a été toujours des lois qui concernaient les associations, le financement d'associations par des associations à l'étranger. Bon, bien sûr, c'est un sujet à débat, mais bon, il n'y a rien qui est débattu en Algérie. Ça tend beaucoup près. On se rappelle 87 bis où tout le monde pouvait rentrer dans la case terroriste, y compris, comme vous le savez, le mouvement Rached et ses membres. Donc le projet de loi pénale, on est encore dans le tout répressif et on sait très bien que les dealers de drogue, les vendeurs de drogue, comment dirais-je, l'acheminement de la drogue vers l'Algérie continue. Donc on se demande, avec toutes les frontières qui sont fermées, comment la drogue peut être introduite en Algérie. Donc on voit bien que même quand il y a une modification du code pénal, ça ne concerne pas la grosse criminalité. Rappelons-nous les déclarations de Tebboune où il va rapatrier des milliards de dollars, mais finalement il n'a pas rapatrié grand-chose. C'est encore une fois du populisme pur et dur. On voit que
la criminalité financière, elle n'a pas du tout été combattue. On a juste supprimé un clan et on a mis un autre clan à la place. La criminalité concernant les mauvaises gestions des entreprises publiques, on continue encore à les financer avec l'argent du peuple algérien pour des sociétés qui sont complètement déficitaires, et on sait qu'il y a énormément d'abus de biens sociaux dans ces entreprises-là. Donc tout ça, il est mis de côté pour se concentrer sur mettre en place un projet de loi qui concerne particulièrement les journalistes, les partis politiques, les associations et tout ce qui peut contrarier ce régime. Très bien, restez avec nous. Nazim Taleb, Kamal Mouktifi, le ministre de la Justice a déclaré que ce projet de loi modifiant donc et complétant l'ordonnance portant numéro 6656 sur le code pénal aux efforts de lutte internationaux contre toutes les formes de criminalité grave, notamment le crime organisé et le terrorisme. Bien sûr, les ONG qui défendent les droits de l'homme ont dénoncé ce projet de loi, les militants des droits de l'homme aussi, les militants politiques ont dit que ces lois rentrent dans la logique des lois liberticides qui s'attaquent aux militants des droits de l'homme, aux militants politiques. Votre réaction, Kamal Mouktefi? Oui, le pouvoir tente toujours de modifier les textes de loi pour les adapter à ses besoins de l'heure. Il fait dans le rafistolage des lois pour justement se garantir, dans le sens de se garantir la pérennité, parce que ce rafistolage de loi, il est guidé par l'instinct de survie qui menace le système lui-même, parce que le système il doit se donner les moyens pour assurer sa survie. Donc l'Algérie d'aujourd'hui n'a pas besoin de rafistolage des lois. L'Algérie d'aujourd'hui a besoin d'une constitution d'abord qui doit être approuvée par le peuple, pour qu'ensuite les lois qui vont être élaborées seront en conformité avec la Constitution. Alors que nous ne sommes pas dans ce cas de figure, nous sommes dans le rafistolage des lois. C'est des lois vieilles qui remontent à un âge dépassé. Aujourd'hui, on se souvient, en 2016, le gouvernement de Yahya avait manipulé le code pénal justement pour enlever le droit à la justice de s'autosaisir dans le cas de malversation, dans des cas de corruption, pour justement pousser la justice à tourner le regard ailleurs quand des cas de corruption, de dilapidation des biens publics sont dénoncés dans les journaux ou par des appels anonymes. Donc c'est un pouvoir qui se donne les moyens pour garantir à ses clientèles, à son entourage, d'exercer le pouvoir tel qu'il le désire pour rester au pouvoir, pas pour améliorer la situation. Parce que si on veut améliorer la situation, si on veut délier les mains des gestionnaires qui refusent de signer au niveau des banques et au niveau de l'administration de l'État pour faire avancer les grands chantiers économiques, si on veut faire ça, il faut d'abord gagner la confiance. Et la confiance ne peut pas être gagnée si on a une méfiance totale envers nos propres lois. Personne aujourd'hui en Algérie ne peut faire confiance ni aux textes de loi qui peuvent être manipulés et interprétés de manière comme ça l'arrange, comme ça arrange ceux qui font de l'interprétation, les juges ou les juristes qui travaillent au sein de l'État. Donc les textes de loi, ils ont été triturés, ils ont été manipulés à maintes fois, qu'ils ont perdu leur sens. Qu'aujourd'hui, ces textes de loi deviennent des instruments dangereux entre les mains des personnes mal intentionnées. Malheureusement, ces personnes mal intentionnées sont majoritaires dans les circuits du système. Donc, comment aujourd'hui on va le croire? Je ne suis pas un juriste, je n'ai pas lu les modifications qui ont été apportées à ce code pénal. On a lu vaguement comme ça dans la presse ce qui était fait, mais si on demande aux experts de nous expliquer, moi-même j'ai fait l'exercice, j'ai questionné des experts en droit, des juristes, et m'ont dit tout le code pénal algérien a besoin d'être réformé
a besoin d'être repensé pour qu'il s'adapte à la réalité, à la modernité dans laquelle on vit actuellement. Ce sont des textes anciens. Maintenant, on voit qu'à la veille des présidentielles, donc pour que le pouvoir s'assure encore un passage en force, il est en train de manipuler, de rafistoler des textes. On ne sait même pas, au-delà de ce qui a été déclaré dans la presse, de ce qu'on sait, est-ce qu'il y a autre chose qu'ils ont touché, qu'ils ont manipulé? On ne le sait pas. On le saura peut-être le jour où on fera face à la justice et quand on tombera sous le coup de ces nouveaux articles, comme l'article 87 bis. Ils l'ont manipulé et nous savons de quoi il en retourne maintenant. Tu te retrouves à faire de la politique, à revendiquer l'état de droit, à revendiquer la démocratie. Vous êtes déclaré au nom de l'article qui a été trituré 13 fois, vous êtes terroriste. Est-ce que le code de la famille a été modifié dans ce sens aussi? J'ai entendu qu'il donne le droit à la police d'utiliser l'arme, son arme, sans qu'elle soit criminalisée. Donc, c'est un débat de société, c'est un débat qui devait être mené au sein d'une assemblée populaire élue par le peuple. Malheureusement, on n'a pas d'assemblée élue par le peuple, nous avons une assemblée désignée. Donc, c'est une caisse de résonance. Et ce texte va être modifié, va être approuvé par le Parlement. Et les conséquences, on va les voir après. Très bien. Restez avec nous, Kamel Mouktefi. Vous avez parlé de la légitimité de défense des agents de la force publique, donc qui est prévu aussi dans cet article 149 bis 24, et des garanties de l'application correcte de cet article. Ça, c'est donc ce que prévoit ce projet de loi. Nazim Taleb, est-ce que vous pensez que ce projet de loi aussi rentre dans l'optique, si on peut dire, et Kamel Mouktefi, peut-être on a touché un mot par rapport donc à cette élection présidentielle, mais aussi par rapport à museler toute voix discordante et surtout vise, si on peut dire, l'opposition en Algérie? Nasser, c'est une bonne question parce que il faut quand même savoir que en Algérie, c'est pas un état de loi, c'est un état de non-loi. On sait très bien que énormément de personnes qui sont en prison par téléphone et ils sortent avec un coup de téléphone. Donc il n'y a pas de loi. La loi peut-être concerne la population en général, mais quand il s'agit d'un nombre important, là il n'y a plus de loi qui s'applique. Rappelons-nous Nazar, par exemple, rappelons-nous d'autres personnes qui ont été condamnées et qui ont été réintégrées dans les plus hautes institutions de l'État. Rappelez-vous le PDG de Sonatrach qui était quand même condamné pour espionnage et avoir travaillé avec des puissances étrangères qui se retrouvent PDG de Sonatrach. Donc encore une fois, on peut parler, on peut disserter sur les articles, le nombre d'articles, le numéro d'articles, mais on reste quand même en Algérie, c'est la jungle, c'est la loi du plus fort. Si vous êtes fort, puissant, eh ben vous sortez sur un coup de téléphone, et si vous tombez en disgrâce, eh ben ça sera toujours par un coup de téléphone. Donc encore une fois, ce code pénal, il va sûrement concerner les personnes justement qui sont faibles, qui militent pour faire entendre leur voix, qui militent pour avoir une liberté de la presse, une liberté d'association, une liberté de circulation, une liberté de dire et de contester ce qui a été fait ce qui est fait par le gouvernement en place. Donc encore une fois, ça sert pas à grand chose c'est pas pour vous ruiner l'émission, hein. Encore une fois, on est dans la jungle. C'est une jungle, au fait. C'est pas un pays de loi. C'est pas un état de droit. Tout le monde le sait. Donc, ces lois sont faites et ciblent en particulier, encore une fois, les opposants, les militants de droits de l'homme, les militants associatifs. Et il y a des gens encore qui sont en prison et la charge ou le dossier qui a été présenté devant le juge est totalement vide. Et ça concerne énormément de gens, notamment le Hirakiyin, les journalistes comme Qadi Ihsan et d'autres journalistes, pour ne citer que lui. Donc on est convoqué
Je sais pour quelle raison, parce que voilà, Qadi Ihsan, pour reprendre son exemple, il a fait un article sur Mouvement Rachad, on n'a pas apprécié, il a été convoqué, et on construit un dossier sur cette base-là, et après on le met en prison. Et ça, c'est le cas de énormément de militants qui aujourd'hui, jusqu'à maintenant, soit sont sous le coup du 87 bis, soit d'autres lois qui sont atteintes à la sécurité de l'État, atteintes à l'honneur du président, je ne sais pas comment il l'appelle. Et encore une fois, ça concerne tout ça. En fait, l'objectif principal, c'est de museler la société algérienne. Il n'y a pas d'autre objectif. Encore une fois, si l'objectif était vraiment de réformer en profondeur le code pénal algérien, premièrement, c'est pas en faisant un discours populiste comme l'a fait le ministre. Ça fait normalement, quand on réforme en profondeur un code qui soit pénal, civil ou peu importe, normalement on fait appel à des experts, on fait des consultations, ces consultations sont publiques, les Algériens et les Algériennes, puisqu'ils parlent d'héritage, etc., ben, ils ont bien quand même le droit de savoir sur leur nouveau code pénal comment leur héritage, leur culture, leur civilisation a été pris en compte. Non, ça on va au Parlement, un Parlement complètement illégitime, comme vous le savez, avec des ministres illégitimes, avec un président illégitime. Donc forcément, le code pénal ne sera quand même, ne sera jamais le reflet de la volonté de la société algérienne, par exemple, de se débarrasser de la grosse criminalité, que ce soit financière, les narcotrafiquants, etc. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. On va revenir donc au deuxième sujet de notre émission, les déclarations de M. Mohamed Lagab, le ministre de la Communication. Beaucoup de questionnements par rapport à ces déclarations. Sont-elles un début d'une campagne électorale en faveur d'Al-Majid Tebboune ? Beaucoup d'observateurs se sont posé cette question. On revient juste après cette petite intro pour débattre de cette question. On écoute Mohamed Lagab, le ministre de la Communication. الرئيس غيبذل مجهودات جباره، مجهودات خارقه للعاده، خلاص كاع. من مسؤوليتكم، من مهامنا احنا كاعلاميين نوصلوها للمواطنين وندافعوا عليها ونحارب هذيك الدعايه المضاده، الدعايه المغرضه، الاشاعات، لازم نحاربها. الرئيس يبكي كما في مجلس الوزراء على المواطنين وعلى الطبقه الوسطى، يبكي عليهم، دايرهم هم، دايرهم قضيه الطبقه الوسطى. ومن بعد احنا ساكتين ويجي واحد يخسر عليك جوج كلمات هكذا يقول لك ما كان والو. واش ما كان والو؟ الرواتب برك راكم شفتوا زادت 47%، السكنات ما توقفتش ومليون سكن مسجل جديد. التوظيف عمرها صرات في التاريخ، واش راه صاير في الجزائر في الوقت مع كورونا والمشاكل؟ التوظيف في العالم كامل حبس الا في الجزائر. 8000 واحد استاذ جامعي توظفوا في نهار واحد، ما صارت حتى في دوله في العالم. شي قادرين نهضروا عليها. Mohamed Lagab, donc le ministre de la Communication. Kamel Mouktefi, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations? Est-ce que Mohamed Lagab confirme le début d'une campagne électorale en faveur d'Al-Majid Tebboune? Oui, c'est un ministre de la Communication dans les pays qui se respectent. Il n'y a pas de ministre de Communication, ça n'existe pas. Donc, mais c'est un peu une spécialité algérienne pour dire que nous avons un ministère de la propagande, de contrôle des médias, donc de la censure. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, quand on est dans la propagande, on essaye de faire, de vendre la salade du pouvoir. Quand j'ai entendu Lagab parler de Tebboune en train de pleurer, qui a pleuré durant les conseils des ministres, tout ça, ça se dit même pas. Ça se dit même pas. Nous sommes devenus la risée du monde. De déclarer comme ça que le président pleure en plein conseil des ministres, qu'il se soucie des pauvres, qu'il se soucie, c'est des larmes de crocodile, ça. Les présidents ne pleurent pas. Les présidents, les chefs d'État ne pleurent pas. Les chefs d'État, ils ont le courage. Les chefs d'État règlent les problèmes. Les chefs d'État ont des visions. Les chefs d'État construisent
leur nation avec toutes les potentialités que recèlent ces nations-là. Mais c'est une communication de bas étage. Ce qui me chagrine dans tout ça, c'est que nous avons entendu ce discours chez les vieux dinosaures du système FLN d'Algérie. On s'est dit peut-être que la nature allait régler le problème. Et parce que nous avons cru à un moment donné, c'était juste la disparition physique assurée par la nature qui nous assurait de la disparition de ce genre de discours. Mais finalement, ils ont laissé leur progéniture telle que l'Agib, qui a peut-être mon âge, qui est plus jeune que moi peut-être même. Je parais plus jeune, mais je vous dirais qu'il est plus jeune que moi. Mais c'est ça qui me fait peur, ce genre de discours porté par cette nouvelle génération. Et de surcroît, il est professeur de communication à l'université. Dieu seul sait quelles sont les compétences qu'il est en train de former dans cette université. Moi, je n'aimerais pas envoyer mes enfants étudier dans ces cours parce que je sais comment ils vont devenir. Parce que généralement, quand quelqu'un il est médiocre, il produit pire que lui. Donc c'est ça qu'on va avoir dans nos universités. On va former des personnes chargées de la communication médiocre, pire que M. Lagib. Il est dans son rôle de vendre la salade du président, de vendre la salade du régime de Tebboune, mais il ne sait pas comment le faire parce que nous sommes dans une nouvelle ère. L'ère du numérique, l'ère de la communication efficiente. Ça veut dire qu'il faut dire les choses et faire attention à ce qu'on dit. Parce que tout est vérifiable maintenant sur les réseaux sociaux. On peut vous retracer demain, parce qu'il y a la VAR dans le football, mais il y a aussi la VAR dans la vie politique. Vous dites aujourd'hui quelque chose dans les médias, demain, ils vont vous rattraper. D'ailleurs, souvenez-vous, il a déclaré durant l'élection de Tebboune, quand il était critiqué par tout le monde. Donnez-nous 6 mois, absolument. Il vous dit, attendez, 6 mois, vous allez voir des changements drastiques. On est à 4 ans. On est à 4 ans de la présidence. Qu'est-ce qui a changé? La courbe a régressé. Ça régresse. Ça va atteindre le point zéro. Même au-dessous de zéro dans certains domaines. Va juste voir les citoyens, comment ils vivent. La misère sociale, le manque de médicaments, le manque de soins dans les hôpitaux, l'absence de denrées alimentaires à la veille du Ramadan. Ben voilà, nous sommes dans une ère où les gens, comme l'Agib, profèrent des mensonges tout honte bu à l'adresse de tout le monde, et c'est une insulte à l'intelligence des enfants d'Algérie. Et nous ne sommes pas... L'Algérie, elle est constituée de plusieurs catégories. Il y a des gens éduqués, moins éduqués, instruits, moins instruits. Mais vous avez des professeurs universitaires dans les universités. Vous avez des professeurs universitaires qui sont en retraite. Quand ils écoutent M. Lagib parler comme ça, sincèrement, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de se dire « je suis algérien ». Vraiment, ça fait mal au cœur. Restez avec nous, Kamal Mouktefi. Nazim Taleb, vous avez entendu le ministre de la Communication, Mohamed El Agab. Sommes-nous donc dans cette logique de campagne électorale, si on peut dire, par rapport à l'élection présidentielle de décembre 2024 de cette année, en faveur d'Al-Majid Tebboune? Quand Mohamed El Agab parle que Al-Majid Tebboune pleure quand il parle de la classe moyenne, mais aussi de la situation d'une classe, si on peut dire, des Algériens. Il faut rappeler aussi la situation économique, la situation sociale. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ces déclarations, Nazim Taleb? Bon, premièrement, si on pleure pour la classe moyenne, déjà, on ne double pas le budget de l'armement à 20 milliards. Soyons honnêtes. L'armée algérienne compte 1 million pour 20 milliards. Vous rajoutez la police, et encore une fois, j'ai rien contre l'armée ni la police, mais quand vous avez à peu près 40 ou 45% du budget de l'État qui va à 2 millions de personnes, et on laisse le reste du budget de l'État au reste de la population, c'est des pleurs de crocodile, excusez-moi du terme, mais on se fout de la gueule du monde. Donc l'Arabe, je crois de mémoire, il avait dit que vous allez voir, la situation de l'Algérie va changer dans 6 mois.
Dans 4 ans, c'est pire. Rappelons peut-être aux téléspectateurs que la classe moyenne algérienne, pratiquement, elle est décimée. Le pouvoir d'achat en 20 ans, les Algériens, sur la classe moyenne, je dis bien sur la classe moyenne, ils ont perdu entre 60 et 70% du pouvoir d'achat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que avant, en fait, vous pouvez vous procurer que 30% de ce que vous pouviez vous procurer il y a 20 ans. C'est-à-dire sur 100 dinars, au fait, aujourd'hui, vous pouvez dépenser que 30 dinars, alors que vous dépensiez 100 dinars à l'époque, il y a 20 ans. Donc la classe moyenne en Algérie, elle a été complètement décimée. Elle n'existe pratiquement plus. Et en plus, quand on parle de la classe moyenne, il faut la définir. C'est quoi un salaire qui vous permet d'être dans la classe moyenne? Est-ce que c'est 100 000 dinars? Est-ce que c'est 200 000 dinars? Est-ce que c'est 300 000 dinars? Il faut compter encore une fois le nombre de ménages dans est-ce que c'est marié? Est-ce que c'est avec des enfants? Et là, on va calculer le revenu moyen par citoyen, et à ce moment-là, on peut dire, est-ce qu'il y a une classe moyenne en Algérie? La classe moyenne en Algérie, si on prend des critères, je dirais pas internationaux, parce que ça veut pas dire grand-chose, mais si on parle tout simplement du pouvoir d'achat exprimé en pouvoir d'achat, le PIB en pouvoir d'achat, vous avez une classe moyenne en Algérie qui est complètement décimée. Elle est pratiquement nulle. En fait, ce qui s'est passé en Algérie, notamment après les 92, 93 et les réformes néolibérales qu'a connues l'Algérie, aujourd'hui, vous avez une répartition de la richesse qui est concentrée énormément sur les 10% qui gagnent le plus en Algérie et qui en plus échappent complètement à l'impôt. Et vous avez les salariés principalement qui supportent l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu, il est à la source, donc c'est les salariés. Mais entre les deux, tous les gens qui travaillent dans l'informel, toutes les professions libérales, tous les chefs d'entreprise qui sont milliardaires aujourd'hui, si vous voyez ce qu'ils payent comme impôt, c'est tout simplement ridicule. Donc aujourd'hui, vous avez pratiquement ceux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est pratiquement les salariés. Et là, avec les nouvelles réformes qui sont en train de faire, soi-disant pour stimuler l'emploi en Algérie, en fait, on est en train de créer une autre catégorie de précaires, à savoir les auto-entrepreneurs, où ils vont payer qu'un impôt forfaitaire de 24 000 dinars. Et en fait, ils peuvent gagner sans payer de charges sociales. Donc, c'est des salariés, c'est des gens qui sont pas couverts par une sécurité sociale. S'ils veulent se soigner, il y aura pas de soins. S'ils veulent avoir une retraite, il y aura pas de retraite. Donc, on est dans une optique sous couvert de créer et stimuler l'emploi. En fait, on est en train de créer une autre catégorie d'employés précaires dans la société algérienne. Et ça, encore une fois, ça traduit l'échec total d'une répartition juste des richesses de l'État. Ça traduit également une grande bureaucratie, une grande corruption, mais surtout aussi une économie qui est totalement étatique. C'est-à-dire que tout dépend de l'État. Par exemple, Arqad, quand il dit on a créé 8 000 en une journée, je crois qu'il n'a vraiment pas vu les chiffres. Il faut qu'il aille voir des chiffres dans d'autres pays. Il crée beaucoup plus en une journée que tout l'État algérien. Donc, encore une fois, on dit des bêtises. Et quand il dit, par exemple, pendant le Covid, ils ont créé plus d'emplois. Oui, mais c'est qui a créé notre emploi? En fait, on n'a pas créé des emplois. C'est l'État. Il avait, avec les peu de réserves qu'il avait, il a créé des emplois, et après il a créé une allocation pour les chômeurs, et après et en fait c'est encore plus de fonctionnaires, parce que le privé en Algérie, 98% Nasser, est constitué de sociétés unipersonnelles ou d'entreprises individuelles. Il n'y a pas de tissu industriel en Algérie, il n'existe pas. Donc, comment vous pouvez avoir une classe moyenne si ce n'est être salarié de Sonatrach ou Sonalgaz ou les grosses sociétés étatiques qui font encore de l'argent? Très bien. Nazim Tal, vous avez parlé de la politique de l'économie, et puisque, rappelons que vous êtes économiste, Nazim Tal aussi, expert comptable. Nazim Tal, on a connu cette semaine, et ça sera donc notre troisième sujet de ce soir, de cette émission, l'Algérie, le dinar plonge, l'économie avec. On reviendra donc pour débattre cette question juste après cette petite intro.
Le dinar plonge donc l'économie avec. On va écouter Ahmed Tebboune concernant le dinar. On l'écoute et je reviens juste après à mes invités. اليوم البنك العالمي يعترف أن بدينا في معركة رفع قيمة الدينار وأن فيه مؤشرات إيجابية بالنسبة لرفع قيمة الدينار. هذه كانت من المعارك اللي باش خذوها وقلتها في مرحلة من المراحل أننا سنرفع قيمة الدينار. ما نبقاش في النماذج لما نوصف بلادي نوصفها بأوصاف وقع فيها اكتراث. قال كارثة اقتصادية وراهم مداين البلاد وماشيين للحيط وما نعرف واش وكذا. ما في عامين يخلصوا البلاد ما انهارت، اقتصادنا تقوى الحمد لله وراهم 2 ملايين و100,000. ما هيش الدعاية اللي كانوا طالقينها عليا وراء البحر وكذا واللي الجزائريين 40% بطال. تحاليل تاع صندوق النقد الدولي كي با فاسيل ويعرفنا ونعرفوه من 91. لا بنك مونديال المؤسسات الاخرى تاع لي زاسيورونس تاع كذا الشيء اللي يقولوه في الجزائر رغم منهم ربما ولكن هذاك هو الواقع. بريان l'Algérie est en train d'évoluer. L'Algérie est en train d'évoluer, a dit donc Al-Majid Tebboune, entre le discours du pouvoir et la réalité donc, qui contredit ce discours. Nazim Taleb, je vais revenir vers vous. Cette chute du dinar qui est historique face aux devises, donc comment peut-on l'expliquer? On parle de l'informel bien sûr, du squat. Nazim Taleb. Non, je crois que la chute du dinar est déjà, je crois qu'on en a parlé il y a 4 ou 5 ans, quand, même plus, quand Ouihia il a essayé d'imprimer 20 milliards de dollars dans l'économie algérienne parce qu'il y avait une baisse importante des rentrées en devises de l'État algérien. Suite à la baisse du pétrole, cette politique a été maintenue dans le sens où les bons du Trésor ont été rachetés par les banques, donc encore une injection plus importante du dinar sur le marché algérien. En face de ça, vous n'avez aucune contrepartie. La monnaie, elle prend de la valeur pour plusieurs raisons. La circulation de la monnaie, la confiance dans la monnaie, le taux d'industrialisation du pays, la capacité à payer ses dettes, la capacité de l'État à collecter de l'impôt, la stabilité des institutions, mais surtout des indicateurs macroéconomiques et économiques. Donc, tout ça, déjà sur 200, aujourd'hui je crois qu'il est à 240 sur le square, déjà le dinar ne reflète pas, sa valeur n'est pas encore reflétée d'une manière réaliste. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, parce que l'Algérie, avec l'augmentation du prix du pétrole, avec l'augmentation du gaz liquéfié qui ont suite à la crise ukrainienne en le vend beaucoup plus cher, a permis à l'Algérie aujourd'hui d'avoir des réserves de change conséquentes et encore une fois d'injecter de l'argent au niveau des banques pour pouvoir soutenir ce dinar. Mais en réalité, le dinar, encore une fois, c'est politique. En Algérie du moins, alors que normalement ça devrait être économique, mais la valeur économique du dinar, elle devrait être encore plus basse que 240. Il y a 5 ans, je crois, l'ancien gouverneur d'Algérie a parlé d'une valeur de 400. Et il faudra s'attendre à ce que la valeur du dinar puisse s'éroder au prochain choc, encore une fois, de l'exportation algérienne, que ce soit au pétrole ou au gaz. Donc, pourquoi ? Parce que l'Algérie n'a aucune économie, elle n'a pas d'économie. Là, on parle d'amélioration de l'exportation et de diversification des exportations algériennes. Regardez les récents chiffres
qui sont publiés sur la liste des produits exportés par l'Algérie, vous allez voir que 98,5 voire 99%, si c'est pas du pétrole, c'est des minerais, c'est des phosphates, c'est des produits qui sont issus du pétrole. On exporte très peu. Ça reflète encore une fois une industrie qui est inexistante en Algérie. Au risque de me répéter, 98% des sociétés algériennes, c'est des entreprises individuelles. Le reste, c'est des grosses sociétés de l'État, pour la plupart déficitaires, qui sont encore maintenues sous perfusion grâce à l'argent des Algériens, il faut bien l'appeler comme ça. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une amélioration du dinar, vous pouvez avoir une petite fluctuation. Donc oui, parce que c'est la saison, le retour des immigrés, ou c'est la saison de l'Hajj, etc. Mais la tendance, elle est baissière. Rappelez-vous qu'en 2017, sur le square, l'euro, il était à 130. En 5 ans ou 6 ans après, on est à 240. Alors, vous imaginez quand même l'impact que ça peut avoir déjà sur le pouvoir d'achat, puisque pratiquement on importe tout, on importe les médicaments, on importe le blé, on importe tous nos besoins essentiels de la vie quotidienne. Et cette tendance, on en avait déjà parlé, elle va empirer. Donc aujourd'hui 240, il faut quand même bien dire et être honnête avec les Algériens, le dinar va continuer à s'effondrer parce que, mis à part le pétrole et le gaz, c'est un échec total au niveau de l'économie algérienne. Merci beaucoup Nazim Taleb. Je sais que vous devez nous quitter. Je vous remercie beaucoup pour votre temps dans cette émission et de vos analyses aussi. Yatek Saha, Nazim Taleb, rappelons, vous êtes membre du secrétariat de la chaîne. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci beaucoup Nazim Taleb. Yatek Saha. Kamel Mouktefi, par rapport à cette question, donc j'aimerais avoir votre aperçu. Vous avez entendu, donc écoutez l'analyse de Nazim Taleb concernant l'économie, la situation de l'économie algérienne, mais aussi la situation du dinar. C'est une chute historique par rapport donc à l'euro. On est arrivé même à 242 dinars pour 1 euro. C'est un échec total de la politique économique, si politique il y en a par rapport à cette question. Kamel Mouktefi. Qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie? C'est sa production économique sur le marché international. Alors que l'Algérie, qu'est-ce qu'elle exporte? Elle exporte le pétrole, elle exporte les produits naturels. Elle n'exporte rien d'autre, à part quelques produits exportés par Cévital ou dans le marché africain ou tout ça, mais c'est tout. Mais la plupart de notre économie est basée sur l'exportation des produits donc du fossile, donc du pétrole et du gaz, et quelques miniers, tout ça, donc les produits miniers. Mais le problème de la chute du dinar par rapport à l'euro, on parle du marché parallèle, du square, donc la devise qui est échangée à l'extérieur. Ça, c'est un problème pour l'économie nationale, parce que l'absence de vision économique, l'absence d'une vision ambitieuse pour l'économie nationale gardera toujours le dinar en baisse. Il va dégringoler d'année en année, parce que ne faisons rien pour améliorer l'image du dinar et l'image de l'Algérie sur le marché international. Il faut savoir une chose, que l'ennemi, parmi les ennemis du système, parmi les outils que le système cherche à contrôler, en dehors des médias, l'argent est la raison pour laquelle il y a un manque de développement économique en Algérie. Le système, le régime algérien a peur de l'argent libre. Regardez, si vous avez de l'argent, vous voulez investir, il faut que vous investissiez toujours sous contrôle de quelqu'un, du système, pour éviter à ce que votre argent ne nuise à la survie et à la pérennité du système. Donc, plus le système contrôle les capitaux privés, plus il fragilise, il neutralise l'émergence d'une économie fiable et forte. Donc, tant que le système il a peur, il vit dans cette peur-là du capital privé. Regarde ce qu'il a fait à la chaîne interface média de Hassan Qadi.
C'est parce que c'est un montage financier qui échappe carrément au pouvoir, qui échappe au système. Un média bâti uniquement avec l'argent du privé et qui est libre dans sa pensée, dans sa communication. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, Hassan Qadi n'avait pas compris le message. Il se retrouve en prison. Il est en train de payer les frais de sa liberté, de la liberté qui lui est chère. Donc, l'argent pour le système est un danger. Plus il essaie de contrôler l'argent, plus il fragilise l'économie. Donc, il n'y aura pas de libération du capital privé en Algérie qui ne menacerait pas l'existence du système. Regardez ce qu'il a fait à Arbrab. Pendant longtemps, ils l'ont muselé. Je ne suis pas en train de parler d'Arbrab pour vous dire que c'est un modèle en développement économique dans le monde, mais en Algérie, c'est un modèle de développement économique. Vu qu'il a de l'argent, il peut investir, il peut créer de l'emploi, donc il devient une menace pour le système. Donc c'est un lobby, il devient un lobby fort. Souvenez-vous de Bouteflika, quand il a été approché pour qu'il libère, il débloque l'extension de la raffinerie de sucre, qu'est-ce qu'il lui a dit Bouteflika? Je ne tolérerai pas l'existence d'un Berlusconi kabyle en Algérie. Donc le système a peur de l'argent. Donc c'est pour ça que le dinar, il est géré plus par le square, et le square qui contrôle le square. C'est le même système. Moi, je me souviens, je continue avec ça, j'étais frappé par un choc quand j'allais quitter l'Algérie pour le Canada. C'était en 2004. J'ai été à la banque pour demander de la devise pour acheter mon billet d'avion via Royal Air Maroc. À l'époque, c'était Royal Air Maroc qui assurait l'aviation. Qu'est-ce qu'on m'a dit à la BNA? On m'a dit d'y aller acheter l'euro sur le marché parallèle et de revenir chez eux, leur donner l'euro, pour ensuite ils m'ont donné du dinar, ils m'ont converti en dinar, donc j'ai perdu de l'argent, et avec ça j'ai payé mon billet d'avion à Royal Air Maroc. Regarde, c'est le système qui a créé ce circuit-là. Comment? Restez avec nous, Kamel, parce qu'on va traiter de la question de notre émission ce soir, donc de la diplomatie, mais aussi ce dégel des relations avec l'Espagne ou navigation à vue. On revient débattre cette question juste après cette petite intro. Donc, diplomatie dégel des relations avec l'Espagne ou navigation à vue, c'est le titre de ce quatrième sujet de notre émission pour ce soir. On a été rejoint par Akram Khareyev, qui est journaliste spécialiste en questions de défense, mais aussi directeur du site MENA Défense, qui est spécialisé dans les questions défense et sécuritaire. Akram Khareyev, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Marhaba, merci. Barakallahu fik. On a aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il est avec nous aussi depuis Alger, par téléphone. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à tes invités, bonsoir à ceux qui nous suivent. مرحبا بك سي محمد خلفاوي. محمد خلفاوي, donc Akram Khareyev aussi, il y a un dégel des relations avec l'Espagne. Le ministre des Affaires étrangères Alvarez espagnol va visiter l'Algérie donc ce lundi. On va écouter les déclarations d'Abdelmajid Tebboune concernant donc le retour de la normalisation des relations avec l'Espagne, rappelant que il y avait donc un gel des relations, surtout concernant donc les échanges commerciaux avec l'Algérie. On écoute Abdelmajid Tebboune et je reviens juste après à mes invités. إسبانيا ما انقطعتش لأن تبادلات بين خواص أغلبها بين خواص فيه بعض العقود التجارية ما زالت سير المفعول حتى تنتهي ربما تتجدد أو لا تتجدد ما أناش عارفين نشوف ظروف المهم أن احنا المعاملة نتاعنا كانت مع إسبانيا وإيطاليا يعني بشكل متوازن. اسبانيا ما خصهاش تنسى بلا الى يومنا هذا مسؤوليتها ما زالتش في الصحراء الغربيه
في قانون دولي ما دام ما كانش حل للصحراء الغربية مهما كان الحل يعتبرها القانون الدولي هي الدولة المتصرفة حاليا. طيب سيد الرئيس، ما هو المطلوب يعني بالنسبة للجزائر من إسبانيا حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها؟ تطبيق القانون الدولي، ده هو سيتو. كان جاوا أصدقاء كما كنا احنا دارين أصدقاء فالحكومة مش إسبانيا. مرة أخرى نفرق ما بين الحكومة والدولة الإسبانية. الدولة الإسبانية عندنا معها روابط متينة، ما لازمش يتخلوا عن المسؤولية التاريخية نتاعهم في هذا الظرف هذا. المطلوب منها هي تراجع نفسها. الدولة الإسبانية عندنا معها علاقات طيبة وكانت فيه قرب يعني كما إيطاليا كما كذا. رئيس الحكومة تخلى على كسر كل شيء. إسبانيا طمنا الشعب الإسباني صديق ونعتبروه شعب صديق ولا غبار على صداقة بيننا وبين الشعب. أننا نواصل مسؤوليتنا في تموينه بالغاز وما ندخلش هالأمور في متاهات سياسية. تستمر الجزائر في تمويل إسبانيا بالغاز وحتى كانت فيه زيادة بعد الطلب نتاعهم زدناهم ما يهمش. أنا أعتقد أن الغاز ما يستفادش منه سانشيز، يستفاد منه الشعب الإسباني. Donc vous avez entendu les déclarations de Majid Tebboune concernant donc la relation algéro-espagnole. Akram Khayem, je vais commencer avec vous. Comment peut-on lire ce dégel de la relation entre Alger et Madrid? On parle bien sûr de la visite du ministre des Affaires étrangères Albarez. Albarez, bien sûr, qui a été qualifié auparavant par l'APS Alger-Madrid de la fuite en avant du pyromane Albarez. On parle aussi de l'ouverture de l'importation de viande rouge fraîche d'Espagne. L'Algérie donne son feu vert. Akram Khraïev, quelle est votre réaction par rapport donc à ce dégel des relations? Bon, d'abord, le dégel, il a commencé bien avant. Il a commencé mi-octobre, fin octobre. On se rappelle même de l'image du président Tebboune avec l'ambassadeur d'Espagne, avec qui il s'est attardé lors de la fête, la cérémonie au palais des peuples. Palais des peuples, oui, où il parlait avec lui, etc. Ça date à peu près de cette période-là, fin octobre, mi-octobre. Et je pense que c'est venu dans le cadre d'une nouvelle stratégie voulue par la présidence sur le plan des relations internationales, avec un retour à la normale avec les pays vraiment du champ qui sont à proximité de l'Algérie. On voit qu'il y a une amélioration, surtout les pays européens. On voit qu'il y a eu une amélioration des relations avec la France, une bonne relation avec l'Italie. Je pense que dans cette optique-là, la présidence a voulu rétablir une relation normale avec l'Espagne. On a vu entre-temps que les choses se sont petit à petit dégelées. Je pense que la question a été posée, je crois, il me semble, au ministre Attaf lors de son interview à Al Jazeera, où on lui a demandé les raisons de ce retour à la normale. Lui a évoqué un positionnement, un retour à un positionnement plus équilibré de l'Espagne sur le sujet du Sahara occidental. C'est ce qu'il a évoqué. Et de manière générale, on n'a pas d'explication officielle, hein, on n'a rien eu. Autant on a eu une narrative très virulente contre l'Espagne il y a 2 ans, lorsque la crise a débuté, autant personne ne s'est donné la peine d'expliquer pourquoi il fallait reprendre des relations normales avec l'Espagne. Je pense que les Espagnols attendaient un retour à la normale, le voulaient, le désiraient. Je pense que c'est naturel que les relations entre l'Algérie et l'Espagne soient bonnes. Ce sont des voisins sur lesquels, en théorie, nous devrions compter et sur lesquels avec qui eux comptent beaucoup sur
leur approvisionnement en gaz et leur stratégie industrielle, etc. Je pense que c'est un retour à zéro qui est bénéfique pour les deux. Mais la question qui se pose, Akram Kharif, c'est qu'il y avait des conditions donc, pour le retour à la normale de cette relation, et la condition, bien sûr, était algérienne. C'est la position de l'Espagne par rapport donc, à la question du Sahara. Et par rapport à cette question, la position de l'Espagne n'a pas changé. Il semble que si, selon Attaf, il y a eu le discours d'Alvarez justement à l'ONU, en novembre aussi, en octobre, où l'Espagne a appelé à l'application concernant le Sahara occidental des décisions du Conseil de sécurité et des différents votes, donc du processus d'autodétermination au Sahara occidental. Ils ont aussi émis, bien sûr, une vision, disons que eux étaient plutôt favorables plus tard à la vision marocaine, mais ils ont demandé de manière officielle à ce que le processus de l'ONU soit implémenté. Et je pense que c'est ce qui a permis de clarifier les choses et peut-être donner un argument favorable pour le dégel. Très bien. Et ça reste bien sûr selon les déclarations du ministre Attaf. Ouais. Restez avec nous, Akram Kharif. Mohamed Khelfaoui, votre réaction par rapport donc, à ce dégel des relations avec l'Espagne? Beaucoup, bien sûr, n'ont pas compris pourquoi donc, il y a eu, si on peut dire, la suspension du traité d'amitié entre l'Algérie et l'Espagne. C'était par rapport donc, à son positionnement à la question du Sahara occidental. Mais, bien sûr, Akram Khaïf nous dit que d'après Ahmed Attaf, la position de l'Espagne a changé concernant cette question. Mais aussi, la question se pose. Pour l'instant, on n'a pas vu un changement des autorités espagnoles par rapport à la question du Sahara occidental. Donc, d'après vous, comment peut-on lire ce dégel avec l'Espagne? Bon, le dégel, on le voit, et la visite du ministre des Affaires étrangères espagnol après-demain, lundi, va peut-être clarifier mieux la chose. Cependant, en effet, lorsqu'il y a eu suspension des relations économiques, commerciales avec l'Espagne, la raison a été donnée très clairement. Les Espagnols n'ont pas hésité également à dire leur position en faveur du Maroc. Maintenant, sur le discours à l'ONU, ils disent pas de la marocanité, ils sont en faveur des thèses marocaines. C'est-à-dire que demain, ils peuvent appuyer donc un certain type de vote dans le cadre du Maroc. C'est-à-dire on n'est pas avancé. Bon, maintenant, OK. Et les relations reprennent en force. Voilà, on importe maintenant du poulet, j'ai entendu dire la viande rouge. Je crois le poulet. Le poulet, des tonnes de poulet, comme si ailleurs ça n'existait pas. Et comme si notre pays, malheureusement, nous montre que ce géant continental, ce continent, ce pays continent, que j'aime pas dire ça, pays continent qui importe le poulet de l'Espagne, notre surface globale, il fait 5 fois l'Espagne. 5 fois l'Espagne. Avec plus de 40 millions d'habitants, on n'est pas foutu de produire ce dont nous avons besoin en termes d'alimentation de manière générale, de denrées alimentaires de manière générale. Maintenant, pour encore une fois, le dégel, je ne sais pas, l'Algérie a besoin de ça, j'ai l'impression, ou l'Algérie n'a pas pu faire plus ou ne pouvait pas résister à une suspension des relations. On ne peut pas savoir, puisqu'il n'y a pas de communication. Même le ministre, quand il est intervenu, quand il a répondu, oui, il y a quelque chose. Mais dites-nous, c'est quoi? C'est tout. Et
L'Espagne vient de changer sa position, elle est équilibrée, ou alors elle a repris les choses en main. Sa responsabilité, comme on le dit, qui Magalhaes, sa responsabilité historique. Je crois avoir entendu ça, sa responsabilité historique pour la journaliste. Je ne sais plus. Et par rapport au Sahara occidental, étant donné que c'est l'ancienne puissance colonisatrice. C'est Abdelmadjid Tebboune qui avait déclaré ça. Pour l'instant, il semble une incohérence, mais on va voir, peut-être qu'il y aura d'autres explications. Alors, par rapport à cette question, voici ma réponse. Et comment peut-on expliquer cette incohérence d'après vous, Mohamed Khelfaoui? Parce qu'on est en train on est revenu souvent dans nos émissions par rapport donc à cette politique de la diplomatie algérienne, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ces positions. On peut parler des crises qui nous lient avec d'autres pays, comme par exemple l'Espagne. Maintenant, il y a un dégel, mais personne n'arrive à comprendre la direction, si on peut dire, de notre diplomatie, Mohamed Khelfaoui. Par rapport à l'Espagne, puisque le sujet est là, moi je ne peux pas vous dire, sinon c'est des spéculations. On ne voit pas qu'est-ce qui a changé, sinon peut-être on peut supputer des pressions ici, ou alors un besoin vital pour nous de revenir sur notre décision, sur notre position qui était très ferme et très conséquente d'ailleurs, parce qu'on s'attendait à tout de leur part. Et ce changement-là, il est venu, je vous dis, il n'y a rien à filtrer, aucune explication pour le citoyen lambda, donc difficile de dire, sauf à spéculer et dire que peut-être il y a la nécessité pour notre économie d'ouvrir, ou une pression de quelque part, venue de quelque part, qui nous a amené à accepter certaines choses. Je ne sais pas. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Akram Khrayif, quand on voit le ministre aussi des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères algérien, qui est en visite aussi, qui a visité donc la Mauritanie, beaucoup de questions, bien sûr, se posent par rapport donc à cet environnement qui est chrysogène, surtout celui qui entoure notre pays, les frontières de notre pays. La question qui se pose, c'est que notre diplomatie ne suit pas ces défis, si on peut dire, sécuritaires que l'Algérie est en train de faire face, si on peut dire. Akram Khrayif. Et on sent qu'on est dans la réaction. C'est clair qu'on sent que la diplomatie algérienne est en train de jouer le rôle du pompier, de répondre aux crises par un déploiement sur le terrain, par des discussions, etc. Mais on est très loin de la stratégie, on est très loin de savoir, vraiment de connaître les objectifs de l'Algérie tels qu'ils sont dans la région. C'est vrai que l'ambiance est très difficile, très compliquée pour nous, avec tellement de crises à nos frontières, avec tellement d'inimités avec certains voisins, ou même, je dirais, avec la plupart des voisins. Je pense que je pense qu'il ne faut pas imputer cela à la diplomatie algérienne, mais plutôt à un système plus complexe, comprenant la vision du président, le fonctionnement des décisions sur les relations internationales en Algérie, et l'absence de communication sérieuse, mais surtout d'explication vers le peuple, vers même l'Assemblée, mais charte le peuple. On n'est pas obligé d'expliquer, de faire la pédagogie au peuple, mais au moins qu'on fasse l'exercice d'expliquer aux députés qui sont supposés être les représentants d'une partie du peuple ou du peuple. Mais il faut à un moment que l'État, en tant qu'État, s'engage à des objectifs, à réaliser des objectifs en termes de relations internationales, de positionnement du pays, avoir une stratégie et explique ses démarches, fasse des points de situation où ils vont expliquer la consommation du budget, les moyens mis en œuvre et le degré de réussite du point de vue des objectifs. Tout cela est absent.
Monsieur Khelfaoui le disait très bien, on ne nous a rien expliqué, on ne sait pas. On ne sait pas, lorsqu'on ne sait pas, on ne peut que supputer, on ne peut que supposer. Vous savez, moi j'ai entendu même des théories disant que oui, le dégel avec l'Espagne, c'est en relation avec la non-accession de l'Algérie aux BRICS et à la volonté de se rapprocher avec les voisins qui sont vraiment proches. Donc, du moment où on n'a pas d'explication claire, on ne peut que supposer des choses. Absolument. Mohamed Khelfaoui, la question, l'argument qui avance Akram Khariev, c'est un argument qui est important, ce manque de vision, mais aussi de clarté de notre diplomatie. On n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi ce dégel et pourquoi aussi au premier temps de réagir de cette façon, de rompre, si on peut dire, ou de geler l'amitié qu'il y a entre l'Algérie, le traité d'amitié qui est entre l'Algérie et l'Espagne. Et ça nous cause même à comprendre comment notre diplomatie est en train d'opérer. Beaucoup pensent que c'est une diplomatie qui tâtonne. Mohamed Khelfaoui. Elle tâtonne, je ne peux pas dire que notre diplomatie tâtonne, non. Non, mais je crois qu'elle a un axe, elle suit cet axe auquel on n'est pas habitué ou parce qu'on n'est pas bien informé. On a vu par exemple des réactions intempestives des nôtres envers par exemple le Niger, envers le Mali. Nous avons vu pratiquement notre absence, il y a des dire, par rapport à la Libye. Et avec le Maroc, n'en parlons pas. Le reste, la Mauritanie, la Tunisie et les autres pays, ça peut, c'est peut-être en bonne voie. Peut-être qu'il n'y a pas de problème ressenti carrément. Par contre, il peut y avoir des questions stratégiques à traiter, à s'assurer des voisins, etc. Parce qu'il faut dire que nous avons suffisamment de monde sur le dos, à commencer par le Maroc qui ne dort pas sur ses deux oreilles. Il travaille, il convoque Israël ou les Émirats arabes unis qui sont là à nos frontières est, à nos frontières ouest, et maintenant ils foncent vers les frontières sud. Il faut faire des Émirats, c'est des exécutants. C'est des exécutants, ils exécutent les projets de qui, on ne sait pas. Donc, à notre diplomatie d'être plus réactive, plus offensive, peut-être si elle ne l'est pas déjà. Mais en tout cas, les choses telles qu'elles sont en ce moment méritent quand même d'être mieux travaillées, plus que ça. On entend des gens dire ici et là, même des gens qui étaient proches de notre diplomatie, de tenir un certain langage qui fait, pour ce qui me concerne, il fait froid au dos. Parce que, on est dirigé par ailleurs. Malheureusement, j'ai entendu ça, mais j'en tiens pas compte. Bien sûr que j'en tiens pas compte. Voilà, mais on ne peut pas dire qu'on est en train de courir, je pense, on est en train d'essayer de rattraper ce que nous avons perdu depuis longtemps, ou alors de remettre en cause ce qui était acquis, peut-être pas tout à fait à notre avantage. Mais dans tous les cas, ce que nous pouvons appeler, c'est pour faire attention pour les pays qui nous entourent et pour les puissances traditionnelles, enfin, dont nos relations sont devenues traditionnelles avec elles. Il ne faut pas que ce n'est pas au nom d'une certaine souveraineté nationale que je ne sais pas quel pays a une souveraineté nationale, même pas les États-Unis. On essaie de il faut peut-être voir, sauf si, encore une fois, je l'ai déjà dit, sauf si nos intérêts se recentrent ailleurs, ou qu'il y a une autre façon de voir, compte tenu de l'évolution, justement, le problème des BRICS et ce qui
ce qui a suivi par la suite. Bon, c'est peut-être pas très clair ce que j'avance, mais il y a un travail, mais on ne voit pas encore l'impact de ce travail sur la position de notre pays et par ricochet sur un peu les pays voisins de notre voisinage. Je pense en premier lieu à la Libye, évidemment, que nous souhaitons voir revenir en force sur l'échiquier au moins continental, et nos voisins du Sud qui nous ont toujours été fidèles et confiants en nous, et j'espère qu'on le prend. Nous en avons besoin, ce sont nos voisins, nous sommes leurs voisins, nous avons des populations communes, nous avons besoin de ces gens, ils ont besoin de nous. Très bien. Mohamed Khelfaoui, puisque vous avez parlé de souveraineté nationale, on va écouter les déclarations de Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation, et on revient juste après à mes invités. النظرة نتاعنا مش فقط حول القوانين فقط، لازم تكون عندنا نظرة شاملة على المكانة نتاع العدالة. نعرف باللي العدالة هي الميزان نتاع الدولة. الجزائر الجديدة دولة نتاع المستقبل، دولة نتاع الأجيال اللي جاية. لما نشوف المواقف نتاع الجزائر ونشوف المكانة نتاع الجزائر، حتى العدالة نتاع الجزائر ولو كان راهم ضدنا بس حيحترمونا في نفس الوقت. تبقى من خلال هذا فيه الديمقراطية، ممارسة الديمقراطية، في حقوق الإنسان، في حقوق التعبير، هذه كلها تجي في سياق هذه المبادئ الكبيرة تاع الجزائر. وحنا رانا في الطريق الصحيح والحمد لله. Donc les déclarations de Salah Goudjil, Akram Khrayef, est-ce que vous pensez l'argument souvent avancé donc par le pouvoir en Algérie, surtout concernant donc la diplomatie, c'est ses positions par rapport donc à la question palestinienne, par rapport à la question du Sahara occidental, ces positions lui font défaut donc concernant donc sa diplomatie. Est-ce que vous pensez que c'est un argument qui peut tenir d'après vous? Akram Khrayef, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez juste répéter la question? Ça s'est coupé à la fin. Ces positions font défaut. Donc souvent le pouvoir donc avance cet argument que les positions de l'Algérie concernant donc la question palestinienne, mais aussi à la question du Sahara occidental, et c'est ça qui fait défaut, si on peut dire, sur sa politique d'influence à l'international, sur l'échiquier international. Est-ce que vous pensez que cet argument est valable? Non, on peut défendre des principes et avoir une stratégie, avoir une politique étrangère. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Il faut juste marier, intégrer dans sa stratégie cette préservation de principes. Il ne faut pas en faire un échec programmé ou en faire un argument pour justifier un échec d'une stratégie. Non, ce n'est pas valable du tout comme argument, je pense. Et qu'est-ce qui fait que notre diplomatie est en recul, d'après vous, en termes d'influence dans notre région, mais aussi dans le monde, si on peut dire? Akram Khrayef. Alors, je l'ai déjà dit, le problème ne se situe pas au niveau de la diplomatie. Il se situe au niveau de l'État en lui-même et de l'absence de stratégie pour cet État. Le ministère des Affaires étrangères n'est pas comment dire, n'a pas à rédiger ce genre de stratégie. Ça doit venir du consensus. Ça doit venir du consensus entre une présidence, un État, un pays, un peuple, avec l'acceptation de tout le monde. Et ça doit être clair, ça doit être avec des objectifs simples, mesurables, atteignables, et surtout qui soit concret et qui soit lié au temps. Donc que ce soit vraiment smart.
s'il n'y a pas ce genre de stratégie, le ministère des Affaires étrangères ne peut rien faire. Il est en train de jouer son rôle, qui est d'avoir une présence diplomatique dans le monde, faire des rapports, être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Mais s'il n'a pas d'ordre clair, s'il n'y a pas d'orientation claire, ils ne peuvent pas inventer des stratégies. Ils ne peuvent pas demain, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, y compris le ministre, ne peut pas décider demain de changer la position du pays vis-à-vis de la Palestine ou d'un autre pays. Ça doit venir d'un tout. Et c'est là où il y a un problème. Il faut à un moment qu'il n'y ait pas de fait du prince lorsqu'il s'agit de politique étrangère d'un pays. Ça ne peut pas être le fait du prince. Nous ne sommes pas un royaume. Ça doit être issu d'un consensus. Et ce consensus-là doit aboutir à une vision sur 10, 20, 30, 40, 50 ans, qu'on sache où on veut aller, ce qu'on veut être à un moment donné. Et le ministère des AE et la diplomatie algérienne n'est qu'un moyen pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un recul de la diplomatie algérienne. Il n'y a pas de résultats concrets, parce qu'il n'y a pas de stratégie. Quand vous parlez, Akram Khalif, très rapidement de consensus, est-ce que vous parlez de la situation politique à l'intérieur quand on rappelle par exemple les déclarations de Louisa Hannoun cette semaine, elle dit il faut mettre en place les conditions d'une présidentielle libre et transparente, l'ouverture du champ politique, entre guillemets. Est-ce qu'on peut lier donc cette question de la diplomatie par rapport à la question politique intérieure? Bien sûr, c'est éminemment politique. Lorsqu'on parle quand je parle de consensus, j'utilise juste un mot pour exprimer le désir de démocratie. C'est ça le consensus. Le consensus, c'est que l'État rende des comptes à un peuple et se fasse choisir et élire par ce même peuple. C'est aussi simple que ça. Et la problématique aujourd'hui, c'est que nous sommes plus dans le fait du prince, nous sommes plus dans des décisions urgentes et individuelles qui font que ça n'avance pas beaucoup. Et c'est pour ça que on a cette impression que notre diplomatie recule. Mais ce n'est pas le cas. Merci beaucoup Akram Khalif. Barakallahu fik. Rappelons que vous êtes journaliste spécialiste. Barakallahu fik, journaliste spécialiste en questions de défense. Mohamed Khelfaoui, très rapidement, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot qui a été utilisé par Akram Khalif, le consensus? Rappelons donc ces déclarations de Louisa Hannoun. Il faut mettre en place les conditions d'une présidentielle libre et transparente. Est-ce que vous pensez que la question de l'extérieur est liée aussi donc à la politique intérieure? Mohamed Khelfaoui. Oui, pour vous répondre, les positions de l'Algérie à l'international sont connues et ne sont pas toujours bien acceptées. Tel que, par exemple, le nouvel ordre international prôné par Boumediene, rahimahullah, déjà donc, dans les années 70. C'était un problème, donc, ce nouvel ordre, le transfert des technologies, lorsque je crois que c'est Chadri qui avait commencé par ça. Le reste, du point de vue politique général, l'orientation à la politique intérieure, évidemment, vous pouvez être malmené sur le plan diplomatique lorsque vous avez des questions souvent posées peut-être à tous les pays, mais surtout les droits de l'homme, l'ouverture, les prisonniers politiques, etc. Ça peut quand même gêner un petit peu l'activité de notre diplomatie, parce que à chaque fois, comme un leitmotiv, elles reviennent. S'agissant de consensus, je crois qu'on peut trouver, il y a consensus chez, je ne dirais pas tout le monde, j'ai pas fait de statistiques, mais chez beaucoup, un nombre très important d'Algériens, donc bien sûr, on parle de notre pays, qui souhaitent une ouverture politique. Cette ouverture politique, cette liberté d'expression
pour dire la vérité, participer aux affaires de l'État, le contrôle, etc. Bon, c'est-à-dire où est le mal, dire parfois qu'est-ce qui est responsable, pas de la personne qui est responsable, mais qu'est-ce qui est responsable de ça, qu'est-ce qui nous a amené jusque ça. Et donc on participe donc à la vie, à la gestion des affaires publiques du pays. Je crois qu'il y a consensus, même des partis politiques. Les partis politiques qui n'arrivent pas à s'exprimer, il me semble, et ils s'étonnent tous de voir l'échéance électorale venir dans 10 mois. Vous avez Ramadan, Shahr Mubarak Ramadan, vous avez des vacances d'été, et les gens ne savent pas où ils sont et comment ils vont. Donc, c'est une autre échéance, une autre rencontre du peuple algérien avec ses désirs, ses souhaits et ses souhaits, ses espoirs de voir donc apparaître quelque chose, mais avec toujours la peur de la déception, comme c'est arrivé déjà avec les autres échéances passées. Donc le consensus est là, oui, le jour où on arrivera à le mettre en œuvre autour d'une ouverture politique, je pense qu'on irait au moins un peu mieux. Je vois que ça ira mieux. Barakallahu fik. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui. Yatek Saha, analyse sécuritaire, vous étiez avec nous depuis Alger. Yatek Saha, Mohamed Khelfaoui. Merci à tous mes invités, donc Nazim Taleb qui était avec nous dans cette émission, mais aussi Kamal Mouktefi et Akram Khrayef et Mohamed Khelfaoui. Yatekoum Saha, merci d'avoir suivi cette émission.